quand on vient de milieu modeste, souvent, on a une sorte de barrière mentale. On n'arrive pas à casser le plafond de verre parce qu'on n'arrive pas à se dire que c'est possible de faire beaucoup plus gros. Mais n'oubliez pas, on apprend toujours par référence. Fréquentez des gens qui ont passé ces barrières-là. Alors, sur les questions d'argent, d'abord, il faut comprendre qu'en fait, l'argent dans une boîte, c'est omniprésent à tous les stades. Pourquoi ? Parce que l'argent, c'est l'élément objectif de valeur que vos clients vont vous donner, c'est vos revenus. L'argent, c'est l'élément objectivable de valeur qui va être vos coûts. Et l'argent, qui va vous manquer ou que vous allez gagner, c'est votre résultat. Si vous gagnez moins d'argent que vous en dépensez, vous avez besoin d'aller chercher de l'argent qui est celui des investisseurs, quelle que soit la forme d'investissement, que ce soit un investisseur, un business angel, un fonds, une banque, une subvention, etc. Mais vous avez besoin de financer ce manque. Et si vous gagnez plus que ce que vous dépensez, vous avez une question fondamentale de qu'est-ce que vous faites de cet excès ? Est-ce que vous le distribuez et vous kiffez ? Ou est-ce que vous le réinvestissez pour en avoir encore plus ? L'argent, c'est quelque chose de vivant. Le problème numéro 1 que les entrepreneurs ont avec l'argent, c'est qu'ils ne comprennent pas la part irrationnelle qu'il y a dans l'argent. Et l'irrationnel, elle est à tous les stades avec l'argent. Les gens me demandent, c'est quoi le bon pricing ? Le bon pricing, c'est le pricing auquel vous croyez. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens, ils sont capables de demander pour la même chose 10 fois plus, et ils le font 10 fois mieux, que vous qui allez faire 10 fois mieux en qualité et vous n'allez pas réussir à facturer quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'on en est vraiment dans la croyance personnelle. C'est quoi la valo d'une boîte ? C'est la valo que vous êtes capable de demander. C'est quoi le salaire que vous devez payer quelqu'un ? C'est le salaire où vous êtes confortable de payer quelqu'un. Le problème, c'est que tout le monde essaie d'objectiver quelque chose qui est profondément irrationnel, profondément animal, profondément hormonal. Alors, l'argent, c'est quelque chose d'animal, ça se sent. Moi, les entrepreneurs qui viennent à The Family, je les classe toujours en 2 catégories. Ceux qui savent ce qu'est l'argent et ceux qui ne savent pas ce qu'est l'argent. Ceux qui ne savent pas ce qu'est l'argent, ils ont toujours beaucoup plus de problèmes que les autres. Pourquoi ? Parce que si vous avez un problème avec l'argent, tout le monde aura un problème avec vous. Vous ne pouvez pas, si fondamentalement vous pensez que l'argent n'est pas important, les investisseurs le sentiront. Si fondamentalement vous pensez que vous n'avez pas besoin d'argent pour être heureux, tout le monde le sentira. Si fondamentalement ce qui est important pour vous, c'est autre chose que l'argent, les gens vous le feront payer. C'est pour ça que les gens qui ont une passion de l'argent, en général, font des bons entrepreneurs. Parce que leur vie est simple. Ils ont une dopamine qui se résume à quelque chose de fondamental. Je gagne de l'argent, ma dopamine monte. Je perds de l'argent, ma dopamine baisse. Et donc, ils ont un truc sur lequel ils peuvent optimiser, itérer et refaire. Problème, l'argent, c'est une dopamine qui n'est pas ouverte à tout le monde. Par exemple, l'un des grands drames de ma vie, c'est que je n'ai jamais réussi à être fondamentalement excité par l'argent. Moi, j'aime l'argent pour de mauvaises raisons. J'aime l'argent non pas pour ce que l'argent apporte, mais pour ce que l'argent permet de faire. Il y a une grande différence entre vouloir dépenser de l'argent pour faire plus et vouloir de l'argent pour avoir de l'argent. Moi, à titre perso, j'ai toujours dépensé plus d'argent que j'en ai jamais gagné, même quand j'en gagne beaucoup. Je vous dédicace à mon banquier d'amour. Tout ceci est pour toi. Moi, j'ai des banquiers qui ont fini en dépression avec moi. C'est comme ça. Pourquoi ? Parce que l'argent est un outil, mais au moins, je sais que c'est un outil. C'est le minimum que vous devez comprendre en tant qu'entrepreneur. Et il faut faire très attention à vos croyances personnelles. Vos croyances personnelles ont un impact sur votre façon de bouger, sur votre façon de pitcher, sur votre façon de convaincre les gens. Alors, décomposons et commençons par le truc le plus fondamental qui est le pricing et le chiffre d'affaires. Il n'existe pas de prix objectivable en dehors de l'offre et de la demande. Vous avez d'un côté l'offre, vous avez d'un autre côté la demande. Les gens pensent que les pricing sont drivés par la demande. C'est vrai et faux à la fois. Évidemment qu'il existe des phénomènes de pricing naturels lorsque la demande dépasse de loin l'offre. Si vous êtes dans un domaine où quelqu'un a besoin d'acheter quelque chose et qu'il n'y a pas suffisamment de choses, c'est la demande qui va driver les prix vers le haut. Ça, c'est les cas rêvés pour un entrepreneur, parce que même si vous êtes mal à l'aise avec l'argent,
vous allez vous-même avoir une compétition des gens qui ont besoin d'acheter votre service. Imaginons que vous êtes, c'est très souvent le cas ça, avec les métiers créatifs. Vous êtes un designer d'exception, ok? Vous ne savez pas ce qu'est l'argent et vous vous facturez 100 € la journée. Et déjà, 100 €, vous êtes super mal à l'aise quand vous faites ça. Par exemple, ma femme, tiens, c'est un très bon exemple de ça. Ma femme, elle est médecin. Son fantasme secret, elle me tuerait si elle savait que je dis ça sur une vidéo. Mais elle ne les regarde pas, donc c'est bon. Son fantasme secret, c'est de pouvoir donner de l'argent à la fin de la consultation à son patient. Si elle peut lui faire un petit chèque après l'ordonnance, alors là, à mon avis, c'est orgasme, immédiat. C'est un truc genre, putain, génial. Demander de l'argent, il faut voir ma femme demander de l'argent à un patient pour savoir pourquoi aucun patient paye ma femme. C'est-à-dire, en plus, les gens sont fabuleux parce que, par exemple, un jour, j'ai envoyé un mec que je sais être très riche. Au moment où elle devait lui demander les 180 € de la consultation, parce que c'est quand même une spécialiste mondialement reconnue, le mec dit « Ah ouais, en ce moment, il y a les vacances, c'est dur, machin. » Et ma femme lui dit « Écoute, oublie. Le mec travaille dans le CAC 40 et gagne 700 000 € par an. Et il est dans le top 3 d'une boîte du CAC 40. Et il s'est dit, écoute, 180 balles gagnées, c'est 180 balles gagnées. Hein. Et en plus, le mec, il me dit, tu sais, il faudrait que tu coaches ta femme. Espèce d'enfoiré. Bon, vous êtes comme ça. Mais en fait, ces gens-là, ils ont la chance, c'est qu'ils sont toujours sauvés par la demande. Pourquoi ? Parce que le nombre de patients que ma femme peut voir dans une journée est limité. Donc, qu'est-ce qui se passe ? À un moment, elle voit tellement de gens qu'il n'y a pas de place pour les gens plus riches qui veulent la voir. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il surbide. Et c'est comme ça que ma femme a fini par être payée des dizaines de milliers d'euros pour aller voir une princesse au Bristol à 2 h du matin en urgence. Et elle était fatiguée, elle n'avait pas envie d'y aller. Et ils lui ont dit, si vous venez dans l'heure, on vous donne 12 000 €. Donc la même consultation est passée de 180 à 12 000 €. Pourquoi ? Parce que la demande peut être tellement excessive et que l'offre, vous êtes designer, vous faites un site par jour, vous êtes payé 100 balles. Et il y a un mec qui veut absolument un site maintenant. Il vous dit, OK, ce sera 5 000. D'un seul coup, votre pricing a changé. Et ce qui est fabuleux sur ces gens-là, c'est quand ils se font payer ce prix-là un jour, après, ils veulent toujours ne se faire payer que ce prix-là. Ça, en général, c'est les pires. Parce qu'une fois, c'est un peu comme les tigres qui ont goûté la chair humaine. Après, ils viennent des timbrés. Bon, malheureusement, ma femme n'a pas assez goûté le tigre. Elle est repartie dans ses consultations gratuites. Mais c'est une autre histoire. Tout ça pour dire que la demande n'est pas la seule chose qui drive l'offre. Prenons un autre exemple. Les diamants. Pourquoi les diamants, c'est cher ? Haha. Qui pense que les diamants sont rares ? Levez la main. Allez, soyez honnête. Attendez, tout le monde pense que les diamants sont rares. Vous faites genre, OK, c'est quoi la production mondiale de diamants ? Ouais, t'as pas levé la main. Évidemment que tout le monde pense que le diamant est rare. En fait, le diamant est une arnaque. Le diamant est possédé par une famille. 80% de la production du diamant est possédée par une famille belge qui a fait travailler l'agence McCain dans les années 20, 30, et qui est arrivé avec ce slogan publicitaire qui a été élu meilleur slogan publicitaire de la décennie, Diamonds are forever. OK ? Quand vous pensez diamant, vous pensez rêve, vous pensez luxe, vous pensez classe, vous pensez femme. N'importe quel Américain pense que quand il se fiance, il doit offrir un solitaire. Breakfast at Tiffany, ça a été financé par qui, ce film ? Par cette famille. Et en fait, cette famille, depuis les années 30, a fait 2 choses. 1, les diamants sont en excess of production. Il faut savoir que le prix réel d'offre de diamants devrait être 200 fois inférieur à ce qu'il est. Mais comme ils ont 100% de l'approvisionnement et que les 20% qui ne maîtrisent pas, ils ont des accords avec ces gens-là aussi, et ils ont cornerisé le marché du diamant. Ils produisent beaucoup plus de diamants tous les ans qu'ils n'en vendent, et ils ont créé tout un imaginaire autour du diamant rare, précieux, beau. Il y a un article Bloomberg magnifique de 17 pages qui raconte l'histoire du diamant. Tapez Diamant Bloomberg Family Diamond Forever dans Google, vous tomberez sur cet article. C'est extraordinaire cette histoire parce que ça montre qu'un prix peut être drivé par l'offre. Donc, le prix
n'est pas forcément quelque chose d'objectivable. Le prix peut être un storytelling que vous créez parce que vous créez un imaginaire autour de votre prix. Donc l'offre, elle est en excès, mais vous créez un imaginaire qui donne le sentiment, soit en féquant la rareté, en féquant la demande, soit en créant la demande. Et en fait, les dynamiques offre-demande sont des dynamiques beaucoup plus complexes que objectivables. On peut avoir de la demande pour des choses qui sont en offre illimitée. Un sac Louis Vuitton, il est en plastique. Pourtant, la demande, elle est pour un imaginaire, un savoir-faire qui est complètement décorrélé du coût de matière première. Le coût de matière première d'un sac Louis Vuitton s'est écroulé en 20 ans. Le prix, lui, a explosé. Même chose pour un iPhone. Regardez le prix d'un iPhone. Chaque nouvel iPhone est plus cher que le précédent. Est-ce que les composants sont plus chers que le précédent? Absolument pas, ils le sont de moins en moins. Apple gagne de plus en plus d'argent parce qu'ils ont créé une histoire et ils ont créé une croyance et ils ont créé une appartenance. Donc l'argent, c'est un signal. Alors en économie, un signal, ça veut dire que c'est une information qui est donnée entre des parties qui échangent cette information. Le signal, c'est que quand quelque chose est cher, on envoie le signal qu'il est de bonne qualité. Et il faut différencier deux choses, la valeur perçue et la valeur réelle, la qualité perçue et la qualité réelle. Idéalement, vous faites quelque chose de haute qualité réelle qui est vendu à un prix haut. Mais ça, c'est le niveau 0 du pricing. Le niveau ésotérique du pricing, c'est vous vendez quelque chose de cher, quelque chose qui ne coûte pas cher. Et encore une fois, c'est du levier, ça, c'est du leverage. Alors, problème numéro 1 de la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils ne se font pas confiance, ils ont peur, ils pensent que ce n'est pas de la qualité, et deuxièmement, ils pensent que les phénomènes sont sont statiques, alors qu'en fait, ils sont dynamiques. Je m'explique. L'un des pires conseils qu'on donne aux entrepreneurs, c'est que c'est plus facile de baisser un prix que de le monter. Vous l'avez déjà entendu cette phrase? C'est une phrase que tous les blaireaux qui n'ont jamais fait une boîte dans leur vie disent quand ils veulent donner un conseil à un mec qui essaye. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux prépubères qui donnent des conseils aux puceaux. Ça ne marche pas en fait. Ils sont biologiquement inaptes à comprendre ce qui se passe. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils se placent du point de vue que seuls eux connaissent, qui est du point de vue du consommateur. Donc ils se disent, moi consommateur, je préfère quand un prix baisse que quand un prix monte, donc c'est plus simple de baisser les prix que de les monter. Haha. En fait non, c'est beaucoup plus compliqué de baisser un prix que de le monter. Pourquoi? Parce que quand vous baissez un prix, il se passe quelque chose de magique dans votre boîte. La boîte est toujours construite sur son taux de marge. Retenez cette règle de base. Quand vous avez un taux de marge élevé, vous avez des dépenses élevées. Quand vous avez un taux de marge élevé, les salaires sont élevés. Quand vous avez un taux de marge élevé, les loyers sont élevés. Quand vous avez un taux de marge élevé, vous êtes dans les beaux quartiers. Quand vous êtes un hardcore discount qui gagne quelques centimes par produit, eh ben vous comptez les crayons et les tables. Amazon, il travaille sur des portes dans les bureaux parce que les portes, ça coûte moins cher que les bureaux. C'est juste pour rappeler à chaque employé que chaque centime compte. Si vous arrivez le premier jour chez Amazon et qu'on vous fait bosser sur une porte, quelle est la première question que vous posez? C'est pourquoi je bosse sur une porte. Et là, votre collègue, il vous dit, ouais, c'est parce que Jeff, il a découvert qu'acheter des portes en faillite, ça coûtait moins cher qu'acheter des bureaux en faillite. Donc, on met les portes sur des tréteaux. Qu'est-ce que vous comprenez instantanément? Qu'il va falloir faire gaffe au pognon. Qu'il va falloir faire très, très gaffe au pognon. Pourquoi? Parce que pas de marge. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas de marge et que vous montez les prix? Vous créez de la marge, vous créez du bénéfice. Or, si l'offre elle est bonne et que la demande, elle est forte, monter un prix, c'est très facile. Si vous vous mispricez et que quelqu'un vient vous dire double tes prix et que vous doublez les prix et que vous gagnez 2 fois plus d'argent, votre structure de coût, elle reste la même. Alors que maintenant, réfléchissons à qu'est-ce qui se passe quand on baisse un prix. Quand on baisse un prix, on réduit sa marge. Et quand on réduit sa marge, on réduit ses bénéfices. Et comme toute la structure a été créée sur un bénéfice plus élevé, il faut baisser les salaires, il faut virer des gens, il faut restructurer la boîte et il faut faire des choses qui ne font plaisir à personne. Quand vous montez les prix et que ça marche, vous pouvez faire plaisir à tout le monde. Quand vous baissez les prix et que ça marche, il faut vous mettre tout le monde sur le dos dans votre boîte. C'est pour ça que baisser un prix est beaucoup plus dur que le monter. Donc, sur les questions d'argent vis-à-vis du pricing,
La question fondamentale que vous devez avoir en tête, c'est à combien je dois vendre pour survivre et être évident. Commencez par l'évidence. Commencez toujours par une approche qui est une approche des coûts. Combien ça me coûte, combien je dois gagner. Faites des ratios simples du genre, j'ai besoin de gagner 3 fois ce que ça me coûte ou 4 fois ce que ça me coûte parce que je vais dépenser un quart en salarié, un quart en frais, un quart en bénéfices et un quart en machin. Faites des choses évidentes qui vous permettront, quand vous aurez les discussions de pourquoi quelque chose coûte le prix que ça coûte, vous pourrez simplement le justifier en une phrase. Parce que c'est impossible d'avoir suffisamment confiance au début, à moins que ce soit votre deuxième ou troisième boîte. C'est pour ça que les serial entrepreneurs ont sur ces sujets-là un avantage comparatif incroyable sur les first-time entrepreneurs. Mais si vous êtes first-time entrepreneur, prenez le sujet le plus simplement possible. N'essayez pas d'optimiser. Et quand on vous dit qu'on aurait pu payer plus, eh ben, c'est pas grave, dites-vous que c'est le coût de votre apprentissage. Vous tomberez toujours sur des conseillers qui vous disent « Oui, mais ce que tu fais, ça a plus de valeur, monte tes prix, machin, blabla ». Faites-le que quand vous maîtrisez votre offre. Faites-le que quand votre product market fit, il est clair. Faites-le quand vous êtes en phase de croissance. Et là, par contre, faites-vous plaisir. Faites du prix au hasard. Multipliez par 2 et voyez ce qui se passe. Multipliez par 4 et voyez ce qui se passe. Vous êtes en croissance. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Les gens réagissent violemment, vous reculez. Personne ne va vous en vouloir. Faites des tests. Et un autre truc qui est très marrant sur le pricing, c'est qu'un pricing, ça se teste dynamiquement dans le temps. Il ne faut pas hésiter à vendre à plusieurs prix, à plusieurs personnes, comprendre sa segmentation client, comprendre que des gens ne sont pas prêts à payer ce prix-là, c'est donc que ce n'est peut-être pas des gens intéressants, et comprenez à vous focaliser. Mais ça, vous le ferez que dans une phase 2, une fois que vous aurez compris la norme de votre prix. Et c'est la différence entre le prix par valeur, où en fait le prix dépend de la valeur que vous offrez, et le prix par what the fuck, qui est simplement complètement décorrélé et qui est simplement le prix auquel vous croyez. Mais très important, quoi que vous fassiez sur le pricing, répétez-vous devant la glace cette phrase hyper importante, je vaux plus que ce que je facture. Si vous n'avez pas fondamentalement cette croyance au fond de vous, vous n'allez jamais évoluer. Et je parle de croyance parce que c'est vraiment l'un des sujets où on dépend trop de son entourage. Alors, 2 problèmes.